Bonjour Ibrahim. Bonjour à toi. Bonjour. Déjà, merci de m'accueillir chez Salam Transport. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Ibrahim? Que fait Salam Transport? Donc merci pour l'invitation. Donc Sida Ibrahima, c'est Sida Ibrahima. Donc je viens de Paris, de Nanterre exactement, du 92. Donc à la base, je suis chauffeur de taxi. D'accord. Donc j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans ce métier. Et voilà, et ensuite je suis venu m'installer dans mon pays d'origine, qui est le Sénégal. Nous avons créé un mode de transport assez efficace pour les Sénégalais de la diaspora et les Sénégalais en général. D'accord. Et pourquoi ce choix de revenir justement en Afrique et notamment au Sénégal? Pourquoi avoir fait ce choix-là? Et tu disais que c'était donc toi, tu es originaire de Nanterre, c'est ça? C'est ça. En France. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es ici? Bon, ça fait 6 ans qu'on a ouvert la société, mais on va dire ça fait vraiment 2 ans que je suis vraiment basé ici fixe, quoi. Ok, au Sénégal. Et du coup, voilà, pourquoi l'Afrique? Pourquoi le Sénégal? Pourquoi cette envie de revenir justement à ses origines? Comme on dit souvent, on n'est jamais mieux que chez soi. Donc voilà, je pense que parfois il faut arrêter de se voiler la face. C'est vrai qu'on est de la France, on est né là-bas, mais avec tout ce qui se passe, les actualités, certains partis politiques sont rentrés dans les détails, on voit vraiment que l'immigration vient toujours en avant, quoi. Et à un moment, il faut se dire, voilà, on a beau être né en France, je pense que c'est vraiment au Sénégal, dans notre pays d'origine à chacun, qu'on se retrouve vraiment notre identité, quoi. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Après, ça c'est premièrement. Deuxièmement, ce qui joue beaucoup aussi, c'est aussi l'éducation des parents, parce que les parents nous inculquent. Moi, j'ai jamais été trop dépaysé, hein. Chez nous, on mangeait du mafé et du tchèb, on parle toujours la langue, soninké, djaranké, bambara. Donc tout ça. Et toi, t'es trilingue. Non, ça c'est pas moi. Je remercie mes parents pour ça, parce que sans eux, je pense que on serait même pas là aujourd'hui. Donc je pense que tout commence au bas âge, quoi. C'était la naissance, c'est ce que les parents nous inculquent. Et voilà. Et après, je pense que l'amour vient naturellement, à force de venir dans le pays, à force de voir les coutumes chez les parents. On a grandi avec ça. Donc en fait, on n'est pas dépaysé, c'est juste un retour aux sources, quoi. Donc pour toi, tu dirais que ça a été vraiment quelque chose de naturel. C'est un cheminement, mais c'était quelque chose de naturel pour toi. Voilà, je pense qu'à bout d'un moment, en grandissant, en mûrissant, voilà, on voit un petit peu, on a fait la chance qu'on a, c'est qu'on a les deux cultures. Donc on est en France, on sait plus ou moins comment on a été traité. Moi, je pars pour ma part, après peut-être qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent à travers moi, mais moi j'ai été au collège, j'ai été au lycée. On a vu que des fois, quand on arrivait à un certain niveau d'études, on nous ramenait vers les BEP, vers les métiers de formation. J'étais en troisième, et je voulais aller en seconde, parce qu'à l'époque, quand j'étais au collège, c'était une fierté de dire que je vais en seconde. Les gens, c'était là, c'est non, tu vas en BEP vente, tu vas en BEP compta. On a l'impression qu'on était un petit peu déjà programmé pour ça. On a l'impression qu'à l'école, c'était immigré, t'es déjà programmé à aller dans un autre cursus scolaire. Et ça m'avait beaucoup marqué, ça, tu vois. Et c'est là que j'ai vu que franchement, il fallait qu'on travaille pour réussir. Plus ça, ça nous a mené aussi à se chercher. Et en se cherchant, à bout d'un moment, on retrouve vraiment notre base, nos racines, qui sont aujourd'hui l'Afrique. Ok. Donc toi, tu as été habitué par tes parents, tu as eu cette chance-là de ne pas découvrir en fait tout seul l'Afrique. En fait, tes parents je suppose, pendant les vacances scolaires, emmenés ici, peut-être au Sénégal, peut-être au Mali aussi. Je sais que toi, tu viens de différents pays. Toi, tu es un enfant de l'Afrique, tu n'es pas seulement du Sénégal. Oui, effectivement, moi, pour préciser un petit peu, mon père est polygame, donc voilà, j'ai une belle-mère qui est de la Gambie, j'ai du Sénégal, j'ai mon meilleur ami, mon associé qui lui est malien. Oui. Donc voilà, il prouve que je suis de ces 3 cultures. Et je suis déjà parti au Mali d'ailleurs. Je salue tous les Maliens et les Maliennes. Et puis voilà quoi, donc ouais, je me suis baigné là-dedans. Même à Paris aussi, je pense que tu sais quelque chose. On vit dans des quartiers où il y a toute cette mixité. Il y a les Marocains, il y a les Algériens. Pendant le Ramadan, il y a les Maliens, il y a les Sénégalais. Donc en fait, on a déjà grandi, on s'est déjà baigné dans toute cette atmosphère cosmopolite de différentes racines. Donc voilà, on n'est pas forcément dépaysé. Et c'est ça aussi qui nous a enrichis. Et voilà, qui nous a vraiment renforcés aussi dans notre racine qui est l'Afrique. Ok. Et pourquoi le Sénégal en particulier? Pourquoi pas, je sais pas, le Mali, la Côte d'Ivoire aussi, qui bouge beaucoup
beaucoup, hein. Pourquoi pas ces pays-là? Bon, c'est un pays qu'on vise. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment toute l'Afrique. Mais voilà, je pense qu'il faut d'abord commencer par les fondations. Les fondations, ça se commence par chez soi d'abord. Aujourd'hui, Dieu a fait que j'ai ma maison ici, j'ai ma famille qui est là. Donc ça veut dire que déjà pour partir, on a déjà un tremplin. Après, voilà, maintenant, je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire ou au Mali, où sachant que là-bas, on ne connaît encore personne, c'est tout un autre système. Donc voilà, mais c'est des villes et des pays qu'on compte faire. Mais voilà, je pense que d'abord, on va d'abord commencer par son propre pays, là où on a nos repères, là où on a nos bases. Et après, voilà, avec l'aide de Dieu, Oui, se développer, et faire toute l'Afrique. Hein, c'est notre objectif. En tout cas, Hein. c'est un objectif. Voilà, on est ambitieux, mais bon, voilà, comme on le dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Clairement. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où provient Salam Transport en fait? Pourquoi le domaine des transports? On sait que c'est vraiment un domaine en Afrique qui est important parce qu'aujourd'hui, tu as pas mal de taxis, tu as pas mal de bus pour te déplacer en région, sous-région, etc. Mais pourquoi vous avez fait ce choix-là des transports? Il y a plusieurs facteurs. Déjà, le premier, c'est que moi, je suis taxi. Oui, c'est ça. Et ça fait 10 ans que j'ai fait ça. En taxi en France, pour ceux qui ne savent pas, il y a différentes tranches. Et il descend un niveau de taxi. Il y a le taxi lambda. Ensuite, il y a le taxi CPM qui s'occupe des malades. Et ce qu'on appelle le taxi première classe. Donc, c'est-à-dire qu'on est là, cravate, on est là pour le client, on met des bouteilles d'eau, business class, quoi. Et moi, j'ai travaillé là-dedans pendant 4 ans. Donc, j'ai su comment satisfaire un client, comment mettre un client à l'aise, comment avoir ce service luxueux, on va dire, mais abordable également. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que mes parents, ils habitent à Tambacounda. Je suis dans la région de Tambacounda. Là, je suis avec tous les gens de Tambacounda. Et c'est à 459 km de Dakar. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va là-bas, vu que voilà, je viens d'une famille modeste, on n'a pas forcément des 4x4 pour aller jusqu'à là-bas. Donc, malheureusement, on est obligé d'emprunter les bus pour nous ramener à Tamba, aller comme retour. J'ai eu malheureusement une petite péripétie avec ma mère. On est parti chez un transporteur qui a un peu manqué de respect à ma mère en disant que voilà, vous payez pas. Vous savez, ici, le service, malheureusement, ça reste beaucoup. Donc, on devait voyager pour la Tamba. Donc, je me suis un peu fâché. J'ai dit à ma mère, écoute, les gars, on manque de respect. On prend nos bagages, on va louer un véhicule, on va aller jusqu'à Tamba. Et ça m'a travaillé, ça m'a travaillé, ça m'a travaillé. Et moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. C'est-à-dire que partout où je vais, je me dis toujours que chacun d'entre nous, toi comme moi, on peut apporter quelque chose. Donc moi, partout où je vais, j'aurai toujours des failles. Et en fait, le but, c'est de prendre quelque chose que tout le monde aime, qui marche, et ensuite de le révolutionner. Il n'y a pas autant de secret que ça. Donc nous, on a vu qu'au Sénégal, il n'y a pas d'aéroport. Là, aujourd'hui, le TER vient d'arriver, mais il n'y a pas de RER, il n'y a pas de train qui nous ramène des différentes régions. Il n'y a pas d'aéroport, malheureusement, qui nous ramène dans d'autres villes. Donc le seul moyen de transport, c'est les bus. Mais malheureusement, sans critiquer, j'appelle ça des collègues parce que voilà, mais malheureusement le service de transport est assez chaotique en Afrique. Et également on peut parler du confort parce que je pense qu'aujourd'hui la plus-value que vous avez c'est quand même le confort. Voilà, donc pour en arriver là, c'est ça que je disais que nous on a eu cette faille, on a vu que franchement le transport est très chaotique, que les gens malheureusement ont voyagé malgré eux, mais que dans des conditions vraiment très compliquées. Nous c'est là que je me suis posé, j'ai réfléchi, je me suis dit non, il y a quelque chose à faire là-dedans. Je me suis dit mais pourquoi? Moi qui ai voyagé en Espagne avec Homoline, Flexibus en France, Ubibus, j'ai vu, c'est des bus qui font des régions, la France, Bordeaux et tout, en confort, ils sont leurs chargeurs. Je me dis, mais pourquoi on ne fait pas ça au Sénégal? Pourquoi? J'ai dit, mais le Sénégalais, lui aussi, il a le droit à ça. Nous, on a le droit à ça. Moi, aujourd'hui, quand je reste en transport, je me suis mis à la place du client. Je me suis dit, moi aussi, je vais voyager dans Salam, comme si j'étais un client. Est-ce qu'arrivé à destination, je vais être content et je vais être soulagé? Et je pense qu'à partir du moment où on n'est pas égoïste, où on pense à son prochain, je pense qu'après les choses se décantent. Donc c'est comme ça que Salam est venu. Donc je me suis dit, bon, on va prendre le risque. On a regardé un petit peu le travail, parce qu'il ne faut pas venir comme ça, tomber et croire que c'est le Dorado. Non, il faut venir étudier sur le terrain, ce qu'on a fait. Donc on a regardé un petit peu, on a vu que c'est possible. Vous avez débuté par des allers-retours? C'était pas encore basé à non, au début, comme je dis, ce qui m'a arrangé depuis mon arrivée ici, même sur un transport, c'est la base d'abord. Parce que ce qui m'a sauvé, comme je vous l'ai dit, c'est que mes parents viennent de Tamba. Donc à Tamba, j'avais déjà un pied-à-terre. Je suis à Dakar aussi, je vis là, donc j'ai encore un deuxième pied-à-terre. Mais j'avais déjà mes bases, donc ce qui m'a beaucoup aidé. Donc je suis à Tamba, mon père avait un petit endroit qu'on a installé, et puis voilà, donc on a commencé à démarrer comme ça. Au début, je suis arrivé, je dis écoute, moi déjà, le premier truc que je vais faire pour montrer vraiment ma motivation et ma détermination, c'est d'acheter un bus tout neuf. Okay. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est peut-être choquant pour certains, nous sommes les premiers au Sénégal à amener des bus 0 km. Ce n'est pas depuis l'indépendance. Okay. C'est le douanier qui m'a fait le registre, il m'a dit vous êtes les seuls.
à ramener un bus 0 km. C'était une fierté, mais au début, c'était un peu aussi une frustration. Je me dis quand même, un pays comme le Sénégal, qui est assez développé, tout ça, ça m'a beaucoup touché. Et puis voilà, quoi. Donc après, on est venu petit à petit, on est parti à Tamba, on a amené un bus tout neuf, on a montré vraiment que on est venu en vous respectant, en disant, regardez, on vous a ramené un bus que vous méritez de monter dedans, ça a surpris un peu tout le monde. J'ai voulu aussi également mettre à l'aise, je me suis dit, écoute, on n'est pas là pour prendre, on est là pour apporter. Donc je me suis dit, voilà, donc je me suis dit, je vais venir, on va mettre la clim, on va mettre la Wi-Fi, ça ne va pas coûter grand-chose, des petites bouteilles d'eau, un service. Moi, je me dis que quand quelqu'un paye, il est normal qu'à son retour aussi, il y ait une satisfaction. Bien sûr, bien sûr. Parce que pour moi, je ne te cache pas, hein, un merci, ça vaut plus que l'argent, parce que tu as une satisfaction intérieure. Tu te dis, ton travail enfin a payé. Tu dis que ton travail satisfait. Tu dis qu'en fait, tu prends certes de l'argent de quelqu'un, mais la personne, elle est contente de son argent. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc les gens ont aidé, donc on a continué de fil en aiguille, à faire un bus, après on est monté à 2, 3, 4, 5, et voilà, on fait notre Oui, parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Salam Transport, c'est quand même une référence. C'est-à-dire, quand on dit Salam Transport, on fait référence, comme je le disais tout à l'heure, au confort, mais on sait qu'on va avoir ce service client qui, parfois, à vrai dire, ici au Sénégal, est quand même un peu rayé, quoi. Bah après, bon, parce que je te cache rien, et dès qu'on a commencé l'émission, c'est le but, c'est pas d'être égoïste et de gagner du temps en soi, mais pour nous, c'est notre secret, en fait. Le secret, en fait, c'est ça, c'est que voilà, on a ce service client, on a ce qualité client, parce que pour nous, c'est le client qui est roi. Et je ne critique pas, hein, je parle de notre pays à nous, malheureusement, certains pays ou certaines mentalités font qu'on n'a pas cette logique-là, cette vision-là. Pour nous, c'est le client, il paye, il se paye, et basta. Et puis on va. Pour nous, c'est pas ça. Pour nous, il y a un service, il y a un client, il faut se démarquer. C'est pas ramener un bus tout neuf. Moi, aujourd'hui, on a des bus qui sont là, il y a la clim, il y a la Wi-Fi, il y a les bouteilles d'eau, il y a les chargeurs. Et la première réaction que les gens nous disent, c'est waouh, le service client. C'est le premier réflexe qui vient. Et après, le reste vient. Mais tout de suite, c'est ce respect. Parce qu'on ne se rend pas compte. Mais un merci. Et un bonjour déjà. Un bonjour. Déjà un bonjour. Un au revoir. En fait, ça touche des gens. Il y a des gens qui sont valorisés. C'est quelque chose qui est quand même un peu plus naturel, par exemple en France, où le service client est vraiment travaillé, quoi. En fait, on forme les personnes. Voilà, parce que moi, par exemple, je voyage beaucoup entre Vendée et je vois déjà rien que les hôtesses, quand je vois Air France, comment ils sont, toujours le sourire, toujours jamais. Même quand tu dors, Air France, ils ont une technique pour te réveiller. Alors que nous, à fois qu'on vient, on fait une petite caresse dans la cuisine, ils ont et moi, j'observe. Voilà. Ils ne viennent pas réveiller les gens en secouant l'épaule, réveille-toi. Ils viennent, ils ont une technique, on leur apprend à caresser l'angle du genou de la personne pour que la personne ne sursaute pas. C'est aussi un peu la richesse qu'on a de l'extérieur. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on a cette culture-là. C'est pour ça qu'avoir une double culture, c'est l'avantage. C'est-à-dire que je me dis, aujourd'hui, au Sénégal, c'est cette mentalité. Nous, en France, c'est cette mentalité. Et l'avantage, en fait, là, c'est de mixer les deux mentalités. Mixer les deux, voilà. Ouais. Parce qu'on ne peut pas venir... Les bons côtés des... on ne peut pas venir et faire le français. Non, moi, je viens au Sénégal, je viens de la France, je suis le meilleur, je suis le zéro. Non, il faut venir s'adapter déjà, se fondre dans les Sénégalais. Une fois qu'on est fondu dans le Sénégalais, maintenant, c'est à nous, maintenant, de rajouter la touche française. C'est comme un gâteau. On vient, il y a la pâte, il y a le chocolat, on mixe les deux et ça nous fait un gâteau. Donc c'est exactement la même chose. Et c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Donc nous, c'est vraiment ce service client qu'on lâche pas. C'est très dur, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plusieurs lignes, on a plusieurs clients tous les jours. Donc ça veut dire qu'on a plusieurs caractères tous les jours. C'est pas évident. Mais comme je dis à mes salariés, d'ailleurs, j'en tire mon chapeau parce que c'est vraiment eux, pour moi, le trône de la société. Parce que sans eux, je pense qu'on ne serait pas là où on est aujourd'hui. C'est pas évident parce que chacun a des caractères. Et malheureusement, quand on travaille, on est obligé d'avaler un petit peu sa fierté, d'avaler un petit peu, des fois, la frustration et de dégager aussi, parce que c'est le client. Et c'est vrai qu'ici aussi, on leur a inculqué ça. Et je tenais vraiment à leur tirer mon chapeau parce qu'ils nous ont vraiment suivis, ils ont vraiment suivre la charte qu'on leur a imposée. Et c'est pas du tout évident, hein, parce que je suis là tous les jours moi aussi. Et c'est vrai que c'est pas évident. Il y a des clients qui sont déjà désagréables. Mais voilà, c'est le jeu, c'est le risque. Nous, on va dire, on nous appelle les bailleurs, c'est vrai qu'on a investi. Mais moi, aujourd'hui, même si c'est vrai qu'on a amené une mentalité, c'est l'équipe qui a derrière. Parce que sans eux, aujourd'hui, on ne serait pas. C'est vrai que tout le monde dit Silla Ibrahima. Mais il n'y a pas que moi. C'est un tout. Il y a des gens qui nous ont fait confiance. Il y a des salariés qui sont là, qui tiennent. Donc voilà, je pense que c'est un travail d'équipe, un travail de groupe. Et voilà, aujourd'hui, qui a fait le succès de Salam. Donc voilà, je remercie tous les gens aujourd'hui qui nous ont soutenus de près comme de loin. Des gens qui prient pour nous aussi. Parce que voilà, c'est vrai que le fait de satisfaire les gens, par exemple, à Tambacounda, aujourd'hui, il y a des gens qui voyagent, qui sont très contents. Il y a des gens qui ont des sociétés qui ont fait des plus-values énormes parce qu'ils ont laissé les 4x4 de côté pour prendre leur bus. Il y a des gens qui sont malades qui payent des 300 € d'ambulance pour pouvoir allonger leur pied et venir ici, mais grâce à Salam Transport, ils payent que 10 €. Donc quand tu vois que
tu rends service à la communauté, que tu joues dans l'économie d'une ville, je pense que voilà, c'est aussi une fierté. Et on a amené ça là aussi pour ça. Donc une fois qu'on voit tout ça, on est assez satisfait, quoi. Bravo pour ce parcours. Et la question que j'ai envie de te poser, est-ce que dans la mise en place de Salam Transport, justement, vous avez dû faire face à des difficultés? Et quelles sont ces difficultés-là? Tu sais que tu arrives de France, tu montes ta boîte de transport, ok, tu as analysé un peu le marché, etc. Mais quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face, s'il y en a, bien sûr? Il y en a beaucoup. Après, c'est vrai que, bon, je ne dis pas que c'est tabou, c'est très compliqué à expliquer. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai décidé d'être avec toi. Voilà, c'est une émission où je sais que tu es là pour vraiment montrer à Diaspora tous les aléas, tous les alentours. Parce que c'est vrai, j'ai plusieurs émissions, mais je parle rarement de ça. Mais il est important aussi que les gens le sachent. C'est vrai que ce qui nous a un peu chamboulé, ce qui m'a un petit peu, on va dire, perturbé moi, c'est que je suis venu en mode français. C'est l'erreur que j'ai faite. Je suis venu au début en mode on est de la France, voilà, ne vous inquiétez pas, on va débarquer, notre mentalité, on va changer les choses, on est plus intelligent que vous, on est plus fort que vous, voilà, et on va réussir. Et sur le coup, je n'ai pas pensé aux mentalités. Donc je suis venu, je me suis mangé des coups, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on nous a barricadés, parce que ce qu'il faut savoir ici, c'est que déjà à la base, même si on est africain, on vient en tant que gars de diaspora. C'est pour ça que j'aime pas ce terme de diaspora, de France Nabé, parce qu'on a l'impression qu'on est différent. Quand t'arrives, quand même, il faut la différence, en fait. Il faut la différence, mais nous aussi, il ne faut pas qu'on rajoute ça. Et je pense que c'est ça qui nous fatigue beaucoup. C'est-à-dire que dès qu'on arrive, on se croit un peu plus intelligent, on a l'impression que nous, on a la science infuse. Et ça, c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc je pense que moi, on a beaucoup souffert, mais je pense que j'ai appris aussi. Je pense que j'ai fait des erreurs en venant comme ça directement, voilà, en pensant que on va débarquer, qu'on va changer les choses. C'est vrai que j'avais cette intention-là. Mais des fois, quand tu viens, tu trouves des organismes, tu trouves des mœurs, tu trouves des mentalités, tu trouves des regroupements. Et tout de suite, j'ai pas fait attention à ça. Pour nous, en fait, c'est les Français comme ils sont, ici sur la même chose. Et je pensais qu'on a emmené un grand projet, tout le monde allait être content. Il y en a qui sont contents. Mais derrière, tu fais des envieux. Derrière, tu crées de la concurrence. Derrière, tu crées des gens qui te regardent avec un regard un petit peu de méfiance. Puis ils ont leur habitude, hein. Même dans le cadre du travail, ils ont leur habitude. Exactement. Donc moi, au début, je te cache pas que c'est peut-être mon erreur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je dis à chaque fois aux gens qui viennent de la diaspora, venez pas comme ça, venez d'abord en regardant les mentalités sénégalaises. Comment ils mangent, comment ils pensent, même comment ils dorment. En fait, c'est un tout. Une fois que tu as cerné le Sénégalais, fonds-toi avec lui, mais tout en gardant ta philosophie et ta mentalité française. Comme je disais, c'est un mix qu'il faut faire. Oui, c'est un mélange. Voilà, c'est un mélange. Et au début, je suis venu en mode Zorro. Oui, je vais sauver le peuple sénégalais. Voilà, je suis arrivé avec un nouveau bus, je suis le premier à avoir fait ça, tout le monde va venir, waouh, c'est quoi? En fait, je croyais ça au début. Mais en fait, voilà, et je me suis mangé des coups, mais ça m'a permis de faire attention, de reculer. Et c'est vrai que grâce aux embûches que j'ai eues aussi, ça m'a ouvert des contacts, ça m'a ouvert des portes. Ça a appris aussi à aller doucement, à montrer que dans la vie, c'est petit à petit. En fait, tu as l'impression que tu as une leçon de vie. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur le coup, tu as mal, mais quand tu fais un bilan de tout, je me dis en fait, grâce à ça, ça a créé la force et ça a créé ce que ça me transpérait aujourd'hui. Il y a des erreurs que je ne fais plus que je faisais avant. Il y a des codes que je comprends que je ne fais plus avant. Il y a des choses que je fais qu'on ne fait plus avant. Donc tout ça, c'est en ayant ces embûches, en ayant ces combats, voilà, qu'on a appris. Après, il y a plusieurs choses. Hein. Après, voilà, maintenant, malheureusement, c'est la vie qui est là. Tu ne peux pas te satisfaire. Des fois, tu vois les jaloux, c'est la vie de tous les jours. Hein. Des fois, je peux sortir dehors juste là, quelque part, créer une jalousie. C'est humain. Maintenant, c'est à nous de prendre du recul, c'est à nous de prendre de la hauteur. Et dire aux gens de ne pas avoir peur. Je pense qu'une fois que le cœur il est blanc, une fois que le cœur il est sain, une fois qu'on a une conviction, une détermination, et qu'on est là pour apporter, qu'on ne vole pas, qu'on ne triche pas, qu'on ne ment pas, voilà, je pense qu'il n'y a pas de raison pour réussir. Et le plus important, c'est le mental. Toujours prendre de la hauteur. Dès qu'on nous arrive un coup, dire ok, ce coup-là, il va me faire grandir. Et t'arrive un coup, ok, ce coup-là, il m'en arrive, mais qu'est-ce que j'ai appris? Parce que c'est ça le plus important, parce qu'on est dans un monde où les gens, ils sont que dans la réussite. J'ai investi, il faut que je réussisse tout de suite. J'ai investi, il faut que j'ai le résultat. Oui, immédiatement, alors que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il y a du travail derrière. Il y a des sécurités. Moi, par exemple, qui vous parle, je vis en France, je n'ai pas tout quitté. Voilà, ça, je voulais en revenir au-delà, ça a le transport également. Ok, aujourd'hui, tu t'es installé ici. Aujourd'hui, pour toi, c'est vraiment je reste au Sénégal ou alors je reviendrai en France? Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas avoir de plan B. Moi, je suis quelqu'un, quand j'ai un plan A, je fonce. Parce que le mental des gens, il y avait un coach qui disait ça, il disait que le cerveau, il ne faut pas créer de faille. Je vais expliquer une histoire. Un jour, c'est un Chinois, un empereur chinois qui s'appelle Sun Tzu, il faisait la guerre. À
chaque fois qu'ils faisaient la guerre, ils encerclaient un village, mais ils faisaient toujours une petite porte de sortie. Après, son général, il vient, il dit, mais Sun Tzu, pourquoi tu laisses toujours une porte de sortie, mais il gagne toujours la guerre? Ça l'avait intrigué. Il a dit oui, il a dit j'ai fait ça parce que quand j'encercle un village et que je laisse une porte de sortie, je crée une faille. Donc ça veut dire que les mamans, tout le monde fuit, donc le village, je le mettais et je le gagne. Mais si je fermais le village complètement, et bien là, en fait, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que la maman, elle va tuer 100 soldats pour sauver son fils. Donc là, en fait, je vais créer beaucoup de morts en sachant qu'ils n'auront plus le choix. Et en fait, le cerveau, c'est la même chose. Le cerveau, quand on a un plan A, il faut avoir un objectif. Mais si tu fais une brèche dans ton cerveau, tu crées ce qu'on appelle une faille, et la faille t'amène à un plan B. Oui, bah, si je fais ça, ça marche pas, bon, je vais reculer là-dedans. Si ça marche pas, bon, je vais tenter ça. En fait, en faisant ça, tu cours plusieurs lèvres à la fois. Il y a mon ami Nabil qui dit qu'on ne peut pas mettre tous les mêmes œufs dans un même panier. Parce que sinon, tu risques de tout perdre. Donc, c'est un peu ce système-là. Mais, comme je l'ai dit, moi, aujourd'hui, si j'ai vu un plan B en France, c'est pas le fait d'avoir peur, parce que je suis au Sénégal, j'assume, j'aime ça, j'ai investi, ça passe ou ça casse, c'est ça le destin. Mais le problème, c'est qu'il faut être hypocrite si on dit qu'on peut vraiment couper de la France, parce qu'on a grandi quand même là-bas. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'on va t'enterrer, on ne sait pas où est-ce qu'on va vivre. Mais on ne peut pas dire qu'on coupe, parce que quoi qu'il arrive, je ne vais pas avoir une sécurité. Mais pour moi, la France, ça reste toujours quand même ma base. C'est bien, l'Afrique, il y a l'avenir, il y a tout. C'est nous, les enfants, aujourd'hui, qui devrons faire l'Afrique. D'accord. Mais il y a toujours un mais. Et ça, malheureusement, il faut le dire aux gens. C'est-à-dire que tout est une question de mental, tout est une question de détermination. Et les gens, ils quittent tout. Ils ont toutes leurs économies, ils investissent, et il n'y a pas de sécurité derrière. Parce que tu peux tout avoir, parce que chacun est différent. Le mental n'est pas le même. La détermination n'est pas le même. Chacun, en fait, n'a pas le même parcours. Au-delà du mental, tu as aussi la saison familiale. Tu as des gens qui sont mariés en France. C'est pas tout le monde qui va tout quitter sa famille pour venir s'installer avec lui en Afrique, vice versa. Tu as une pression. Des fois, toi, tu es en Europe, l'autre famille est en Afrique. Chacun se demande. C'est un équilibre. Mais il a tout quitté pour aller en Afrique, d'autres il a quitté. Et c'est pas tout le monde qui supporte ce genre de situation-là. Donc en fait, c'est un tout. Il y a aussi la famille, il y a aussi le mental. Tu as des gens qui sont soutenus par leur mari, d'autres qui sont soutenus par leur femme. En fait, c'est tout un critère qu'on englobe. Mais, quoi qu'il arrive, toujours revenir un peu à terre. Et qu'est-ce que tu dirais aux gens justement qui veulent venir? Et souvent, ce qui fait que certaines personnes ne viennent pas, en tout cas en Afrique, c'est cette peur de la sécurité, je dirais. Effectivement, moi je les comprends et c'est tout à leur honneur, hein. Ils ont raison. Mais tu sais, le problème aussi de ces gens-là, c'est que moi je parle pour ceux que je connais, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui travaillent en France, qui économisent et qui disent bon bah écoute, j'ai un peu d'argent, jamais chez le cousin je donne de l'argent, il me construit un terrain, le cousin il n'a jamais touché d'argent dans sa vie, tu lui ramènes des 2-3 000 euros dans les mains, mais qu'il ne connaît pas, toi tu es en France les bras croisés, tu crois que ta vie va se construire sans toi. C'est pas comme ça, il faut se mouiller, il faut prendre des risques. Ça tout, je pense que toi aussi, on a vécu un peu les mêmes parcours, je pense qu'on a fait des sacrifices, et ça, sans sacrifice, tu ne peux pas réussir dans la vie, tu ne peux pas venir comme ça, regarde, moi je suis là, ça fait 2-3 ans que je suis là, voilà, j'ai ma famille qui est en France, j'ai un travail qui est en France, mais j'ai tout laissé en stand-by, venir ici, mais c'est un sacrifice. Parce qu'au-delà de contrôler, au-delà d'observer, être sur place aussi, ça permet également de comprendre les mentalités, parce que tu peux ouvrir un business si tu ne connais pas le Sénégalais. Exactement. C'est comme le Sénégalais, attention, mais c'est dans les deux sens. Hein. Parce qu'un Sénégalais qui quitte ici, qui va en Europe, il est dépaysé, le gars. Il ne comprend pas que la France, 8 heures, c'est 8 heures, c'est pas 8 heures. C'est pas 10 heures. T'arrives à 10 heures, tu vois. Tu ne veux pas dire, ah bah non, ici, voilà, tu vois, tu fais des siestes, je sais pas. Ça n'existe pas là-bas. Donc ici aussi, quand ils vont là-bas, en fait, je trouve que c'est une question de mentalité. Partout où tu vas, tu t'adaptes à la vie. C'est un travail mental, c'est un travail d'intérieur. Mais je leur dis, il y a l'avenir en Afrique, mais il y a un mais. Celui qui vous dit qu'il n'y a pas de mais, et je ne dis pas que c'est un menteur, mais il faut qu'il m'explique son parcours. Tu vois ce que je veux dire ou pas, tu vois. Donc il y a un mais, il faut faire attention. Et, vous allez vous manger des coups, mais c'est des coups qui vont faire mûrir. C'est des coups qui vont vous faire grandir. C'est des coups qui vont vous renforcer. C'est des coups qui vont vous faire apprendre. Les gens qui nous regardent, je les défie aujourd'hui de penser à une chose qui les a marqués dans leur vie. La perte d'un proche, la maladie d'un proche. Et aujourd'hui, je te dis, ferme les yeux et dis-moi aujourd'hui, cette chose qui t'a fait mal, comment t'as rendu aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a fait aujourd'hui? Soit ça te rend plus fort, on va dire. Merci. Soit ça t'attriste, alors tu t'es laissé un peu, entre guillemets, mourir. Merci. Mais je pense que la plupart des expériences, ça te donne la force, ou en tout cas, ça te permet de te... ça te change, en tout cas. Merci. Et bah c'est le but. T'as tout résumé. Donc en fait, c'est ça. Donc tout ce qu'on apprend, ça nous change. C'est le but, c'est de changer. Donc, et maintenant, c'est toujours le prendre dans le positif. Tu vois, des fois, tu vas avoir la peur de quelqu'un, mais tu sauras maintenant c'est quoi une émotion. Tu sauras c'est quoi, par exemple, avoir un proche.
perdre un proche. Tu vas peut-être plus t'attacher aux gens, faire attention. Puis tu vas peut-être revenir à ta base. Merci. Mais je connais des gens qui ne sont jamais venus en Afrique. Après la perte d'un parent, ils ont découvert l'Afrique. Oui. Parce qu'ils l'ont enterré en Afrique. Et depuis ça, ça a déclenché quelque chose en eux qui ont fait qu'aujourd'hui, maintenant, ils sont plus africains que français. Je me dis toujours, je regarde toujours les gens en dessous de moi. Et en fait, à chaque fois que tu as cette mentalité-là, tout ce qui t'arrive, en fait, tu le prends dans le positif. Là, j'échange avec toi de mon expérience. Je te dis, parce que c'est une émission que j'aime bien, parce qu'on partage un petit peu aux jeunes de la diaspora, leur dire que venez en Afrique, il y a l'avenir. Mais que ce soit n'importe où en Afrique, en Chine ou en Congo, adaptez-vous là où vous allez. Et puis ça se prépare. Ça se prépare, ça se travaille, et toute une question de mentalité, de détermination et d'ambition. Mais venir comme ça, dans l'inconnu, sans rien préparer, penser parce qu'on vient de la France, qu'on a un peu d'argent, non. Il faut venir se fondre dans la mentalité. Moi, par exemple, à l'heure où je te parle, partout où je vais, j'observe. Je vais dans un restaurant, je regarde. Je me dis, ah, en France, le restaurant, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est comme ça. Les Chinois, c'est comme ça. À Dubaï, on a les Arabes, c'est comme ça. Au Sénégal, eux, c'est comme ça. Donc, tu travailles. Tu dis, ah, moi, je sais que si je fais comme ça, je vais réussir mieux comme ça, parce qu'au Sénégal, tout le monde est comme ça. Partout où je vais, c'est mécanique. Que je sois même dans un petit, n'importe où, un petit restaurant, un fast-food, une salle de sport, tout le temps, j'observe. Je me dis, ah, les Sénégalais, leur mentalité, c'est comme ça. Il faut que ton cerveau soit en activité, mais toujours avec de la prudence. Parce qu'ici, il y a des corps. Ici, il y a ce qu'on appelle beaucoup d'informels. Toujours au moins, allez, 10-20% d'informels. Et c'est ces informels, malheureusement, qu'on peut maîtriser que seulement qu'on est dans le système sénégalais. C'est là où il y en a beaucoup, malheureusement, qui se mangent un peu les dents, quoi, tu vois. Et qu'est-ce qui t'a changé le plus en vivant ici? Quels ont été les avantages que tu vois, contrairement à la France, dans ta vie au Sénégal? Bon, après, moi, c'est un peu compliqué, parce qu'on va dire, on est un peu notre propre patron, donc on peut gérer un peu le truc. Mais ce qui m'a changé par rapport à la France, c'est de satisfaire de ce que j'ai. Parce que je me dis, en France, les gens se lèvent le matin, à 8 heures. Ouais, t'as la routine. Ils prennent le RER, ils vont là-bas, personne ne se calcule, chacun avec son journal. Tu arrives le matin, tu travailles, tu rentres chez toi, tu as ton week-end. C'est rebelote, c'est rebelote et c'est rebelote. Ma mère, elle a fait le ménage pendant des années, elle se lève tous les matins à 5 heures pour aller prendre 500 €. C'est moi qui la prends à l'arrêt de bus pour aller poser au travail. Tout ça, ça me travaille. Donc quand je viens aussi aujourd'hui, j'ai une certaine autonomie. Je remercie Dieu, tu vois. Je me dis, il y en a qui n'ont pas cette chance-là que j'ai aujourd'hui. Donc ça te change, mais il ne faut pas non plus trop t'habituer. Mais je suis sur cette rigueur française. Mais c'est vrai qu'ici, après, c'est peut-être mon statut aujourd'hui d'entrepreneur qui fait qu'aujourd'hui, je suis peut-être un peu plus à l'aise, je suis peut-être un peu plus cool, genre voilà, je viens un peu comme je veux. Mais effectivement, quand tu regardes l'Afrique et tu regardes la France, tu dis quand même que tu as beaucoup de chance. Tu as beaucoup de chance d'être aujourd'hui en Afrique, d'avoir une certaine liberté. Voilà. Après, faut pas se dire la face. Hein. Ici, il y a le soleil, on est un peu autonome. Comme je dis, chaque pays a son avantage et son inconvénient. Aujourd'hui, par exemple, je peux aller chez n'importe qui, manger comme ça. En France, il faut prendre rendez-vous quasiment. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu peux rendre visite à la famille, voilà, prendre rendez-vous pour dans 2 semaines. Tu as tout compris. Aujourd'hui, je viens en Afrique, je mange chez toi, j'arrive. Donc, c'est ces richesses-là qu'on a en Afrique qu'on n'a pas en Europe. Ça, je pense qu'on peut le nier. Mais voilà, après, je pense que dans les deux pays, on a chacun apporte son plus. Voilà. En France, on a cette rigueur aujourd'hui qui a fait ce qu'on est aujourd'hui. Et grâce à cette rigueur de la France, on a réussi à pouvoir imposer notre système ici. Et ici aussi également, on a cette richesse africaine, on a cette culture africaine, on a cet amour africain qui fait qu'on n'a pas également ça en Afrique. Donc je pense que dire que j'ai pris chez l'un plus chez l'autre, ça serait un peu être dur, mais je pense que dans les deux, chacun a son côté positif et négatif. D'accord. Et une question que je vais te poser également, c'est est-ce que tu penses que le retour en Afrique en général, c'est forcément par la voie de l'entrepreneuriat? Parce que je vois beaucoup de personnes qui parlent d'entreprendre en Afrique, mais est-ce que tout le monde veut entreprendre? Déjà, tout le monde ne peut pas entreprendre, tout le monde n'a pas cette fibre, mais est-ce que tu penses que c'est la seule voie pour le retour au pays? Ou est-ce que le salariat peut être aussi une option pour revenir vivre en Afrique? Bon, le salariat c'est très compliqué parce que c'est pas du tout les mêmes mentalités. Comme tu as dit tout à l'heure, on en a discuté en privé. Le salariat, on a des aides de sécurité sociale, on a le chômage, voilà, on va dire le salaire qui correspond un petit peu à son train de vie. C'est tout à fait un autre contexte. Donc ça veut dire que quitter là-bas pour venir ici dans le salariat, je trouve ça très compliqué. Après moi, je verrais plus d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, en fait, je pense que c'est nous qui devons apporter un plus à l'Afrique.
Parce que pour moi, les Français nous ont colonisés en tant que Français, ça nous d'apporter un petit peu ce que les Français nous ont pris dans l'Afrique. Donc maintenant, l'entrepreneuriat, aujourd'hui, je suis dedans parce que c'est la chose sur laquelle je peux plus m'exprimer parce que je suis dedans, c'est ce que je vois le plus. Après, il y a un tout, il y a des gens qui sont dans le caritatif également. Moi, j'ai mon petit frère, par exemple, qui sont là. Il n'a pas forcément travaillé ici, mais il fait des puits. Il a investi des puits au Cameroun, au Sénégal. Donc ça veut dire que tu peux apporter sur ton plus. Il y a à souligner, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, c'est pas possible. Et du coup, tu dirais que c'est une expérience de toute façon à vivre, que chacun doit se faire sa propre expérience, bien sûr préparer, ne pas tout laisser, etc. Venez, parce que je pense que c'est notre génération à nous de changer les choses ici aussi, apporter. Ouais, effectivement, moi, après, comme je l'ai dit, je le vois souvent. C'est vrai qu'à l'époque, quand je venais ici, on me regardait un peu comme le France Nadet, comme le mec qui vient de Paris. Mais après, tu sens une fierté, quoi. Quand les gens ils arrivent, ils disent, ah, regarde, nos enfants de France, ce qu'ils ont fait ici. Ah, regarde, c'est nos enfants. C'est le gars de Tamba. C'est le, tu vois. Donc, même si t'as pas gagné d'argent, mais il y a une certaine reconnaissance qui t'enrichit, en fait, de l'intérieur, tu vois. Des fois, je vois des mamans qui descendent là, disent que moi, je voyage avec aucun autre bus que le tien. Des gens qui ont pleuré, des fois, parce que le bus est plein, qui ont une urgence à Dakar, qui sont obligés de laisser le lendemain, parce qu'ils disent que nos services, leur convient, quoi. Mais le Sénégalais en lui-même, de ce que j'ai pu ressentir dans la plupart des gens, ils ont cette fierté parce qu'ils disent quand même que la génération de France vient investir ici. Voilà, après malheureusement, il y en a qui ont des mauvaises expériences, il y en a qui ne vivent pas, mais en général, quelqu'un qui a un cœur sain, en général, il est toujours content. Moi, je suis en France, voilà, dès qu'on voit des maîtres Gims, Congolais, des gens qui réussissent, on dit c'est des Africains, donc t'as cette fierté-là indirectement. Mais voilà, moi aujourd'hui, je le transmets ici, et je vous le dis, l'amour que les gens nous rendent, franchement, ça n'a pas de prix. Moi, personnellement, ça n'a pas de prix, tu vois. Je suis pas du tout côté financier parce que moi, je vois large. Et surtout, là où je vais souligner, c'est quand tu viens quelque part, il faut venir pour apporter. Je le répète souvent ça. Il faut avoir cette passion en soi. Faut pas venir comme ça et dire que je viens pour prendre. Quand tu viens pour prendre, tu vas te manger les dents. Mais tu viens pour apporter. Et puis de fil en aiguille, les choses vont se décanter. Mais ça, malheureusement, c'est les mentalités. Après, je peux comprendre. Chaque situation est différente. Les gens, ils ont tout laissé, tout investi. Il faut tout de suite que le profit vienne pour pouvoir gérer leur société. Mais comme on l'a souligné tout à l'heure, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre du risque. D'aller step by step, d'aller doucement. Aujourd'hui, c'est un transport, on est là. On a commencé avec un bus. En 5 ans, c'est vrai que d'autres sociétés, on en a déjà 20 ou 30. Mais aujourd'hui, on va step by step. Ah, vous allez on va sur nos moyens. Aujourd'hui, on a 5 bus. On grandit petit à petit. Aujourd'hui, on rentre les 5 bus dans un mur. On ne doit rien à personne. Il n'y a pas de crédit banque. Il n'y a pas de soucis internes. Mais la philosophie de Salam Transport, c'est d'avancer step by step. Voilà, l'homme propose et Dieu dispose, quoi. Je sais pas ce que tu as envie de transmettre, en tout cas aux gens qui nous écoutent. Quel est le message, en fait, en résumé, que tu aimerais leur transmettre? Déjà, je vais te remercier. Je vais te remercier parce que il faut que les gens sachent aussi que c'est vrai que nous, on est derrière l'écran. Mais c'est aussi des gens comme vous qui nous aident. Ton approche, ton geste, c'est-à-dire qu'on s'est connus à travers un live. Et ce que j'ai vu en toi, le fait de dire que non, moi je suis là pour transmettre un message aux gens, c'est pas tout le monde qui le fait. Peut-être qu'à travers cette émission, tu vas changer les mentalités. Peut-être qu'à travers cette émission, et je pense que c'est le but, de donner des informations à des gens qui s'y attendaient pas. Donc franchement, mes remerciements d'abord envers toi et tout. Donc je remercie Dieu, je remercie mes parents, sans qui je pense qu'aujourd'hui on est là à parler de Sida Ibrahima, à parler de Pierre-Paul Jacques. Mais il y a une chose, il y a une chose sur laquelle j'ai pas aussi accentué, c'est la baraka, tu vois. Parce que la base des bases d'abord, c'est la baraka. La baraka, c'est quoi? C'est les parents. Aujourd'hui, je pense qu'on le sait tous. C'est vrai que c'est un peu ce secret qu'on a, que peut-être que les gens d'autres cultures n'ont pas. Mais nous, on sait que le tronc et la base, tout ce qui vient, c'est d'abord les parents. Apporter-leur l'amour qu'il faut leur apporter pendant qu'ils sont encore vivants, parce qu'une fois qu'ils partent, c'est trop tard. Donc je pense que c'est eux les fondations. Aujourd'hui, moi, mon associé ou les autres, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, je sais que c'est pas nous-mêmes. Je sais que ça vient d'une base, ça vient d'une bénédiction. Donc c'est ça que je dois souligner également. Remercier tous les gens de la diaspora qui nous écoutent aujourd'hui. Vous voyez, c'est un transport, on est là, on grandit. Je demande vos prières également parce que c'est pas que c'est la Ibrahima qui gagne, c'est la diaspora qui gagne. Donc voilà, moi j'ai pas ce terme d'égoïsme, j'aime bien m'extérioriser. On a fait une émission aujourd'hui, je me suis mis à nu. Tout ça pour transmettre mon expérience aux gens en espérant que ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça va nous apporter peut-être une science, une connaissance, une mentalité, je ne sais pas. En tout cas, je me suis mis à nu, j'ai rien caché. Voilà, donc les remercier les gens, remercier tout le monde, remercier mes salariés, parce que je le souligne encore, c'est vrai que les gens me voient beaucoup sur les réseaux, nous voient mon image, parce que quoi qu'il arrive, il y a une société, tu es obligé de montrer une image, mais derrière ça, c'est les salariés, parce que c'est eux la base, c'est eux le tronc, et c'est aussi notre secret, parce qu'ici au Sénégal, on ne se rend pas compte, il y a beaucoup de personnes qui ont des capacités, il y a beaucoup de personnes qui ont des dons, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'expérience, qui ont des diplômes, qui ont des philosophies, qui ont des mentalités, et malheureusement,
pour moi, on ne prend pas ces gens-là à sa juste valeur. Ici, beaucoup de gens sont négligés, et moi, c'est mon arme. Je me dis, mes salariés sont là aujourd'hui, je ne joue pas avec eux, parce qu'aujourd'hui, chacun ramène son expérience. Pourtant, c'est des gens qui ont là, qu'on n'est pas plus 4, qu'on est bilingues et qui sont instruits. Donc tout ça, j'essaie de les valoriser en disant que vous avez une expérience, donnez-le à travers les clients. Aujourd'hui, on va vous valoriser parce que c'est vous qui faites ça dans le transport. Moi, aujourd'hui, je suis qu'un investisseur, mais c'est pas moi qui côtoie les clients tous les jours. C'est pas moi qui roule dans les bus tous les jours. Donc tout ça, aussi, il faut se fondre avec le salarié. Et je pense que ça aussi, c'est l'arme de la réussite. Mais sans venir sur place, on ne peut pas transmettre cette image-là. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on l'a souligné, il y a un sacrifice. Il faut faire un choix. Il ne faut pas avoir de plan B, il faut toujours avoir un plan A. On a un objectif, on a une détermination, il faut regarder sa ligne de conduite. Et puis voilà, croyez en vos rêves, croyez en vous. Et puis voilà, quoi, comme on dit au Sénégal, chica ou chicanam, quoi. Merci Ibrahim, en tout cas, de nous avoir permis de faire cette interview avec toi. Et félicitations pour ce beau parcours. Et on espère encore beaucoup de belles choses pour Service Transport. Avec plaisir. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.